3, 2, 1, bonne année! Devrais-je commencer par un classique meilleurs vœux 2025 ou devrions-nous passer ces formulations de bon usage pour vous demander tout de suite comment se passe votre Dry January? Vous savez, ce challenge mondialement suivi consiste à se priver d'alcool durant le mois de janvier, surtout après avoir écouté l'épisode 4 de Neureka, n'est-ce pas? Attendez, quoi? Vous n'avez pas pris de bonnes résolutions cette année? Vous avez fini avec cette histoire de New Year, New Me? Vraiment? Ah, mais je sais pourquoi, moi. C'est parce que chaque année, vous en avez certainement formulé toute une liste, mais vous n'êtes pas arrivé à les tenir et du coup, vous avez fini par abandonner. Mais non, ne culpabilisez pas pour si peu. S'il était aussi simple de mettre en place et maintenir nos bonnes résolutions du début comme du milieu d'année, de changer nos mauvaises ou moins bonnes habitudes, le marché du coaching et des méthodes magiques révélées au cours d'une masterclass avec un e-book gratuit en 10 points réalisable en seulement 21 jours, oui, seulement 21 jours, n'aurait clairement pas envahi votre feed. Et oui, je sais, vous êtes peut-être parfois tenté de cliquer car vous avez l'impression que c'est certainement ce qu'il vous faut pour enfin venir à bout de vos mauvaises habitudes, opérer ces changements dont vous avez tant envie et enfin devenir cette meilleure version de vous-même. Se remettre au sport, commencer enfin ce livre qu'on s'est acheté il y a 1 an, se mettre à la méditation, arrêter de fumer, abandonner les réseaux sociaux, cesser de procrastiner ou simplement être plus ponctuel. Le changement, ça fait des fois rêver, mais il est parfois si difficile à mettre en place au point de nous déprimer. Et pour nous culpabiliser un peu plus, on scrolle sur Insta et on voit tous ces gens qui, eux, semblent y parvenir pendant que nous sommes là, en train de nous morfondre sur nos lauriers. Ouais, je sais, déprimant. Alors pourquoi, malgré cette véritable motivation qui nous anime, malgré les bonnes résolutions du début d'année, malgré les bonnes initiatives, on a souvent du mal à changer ce qu'on souhaite améliorer? C'est vrai. Pourquoi notre cerveau n'est-il pas juste coopératif? Pourquoi doit-on user de stratégies, parfois de subterfuges pour enfin avancer? Et surtout, comment peut-on forcer le changement? Bonne nouvelle de début d'année. Et si je vous disais que les clés des vrais changements se cachent juste là dans votre cognition? Bienvenue dans Neureka, le podcast qui fait vibrer vos neurones et éveille vos synapses. Je suis Dr Eka, neuropsychologue et désormais votre dealeuse de dopamine, prête à booster votre curiosité. Comme à chaque épisode, je vous emmène dans la magie de votre organe du savoir pour répondre aux interrogations que vous aviez ou pas et vous faire penser Eureka, ou plutôt Neureka. Avant de parler de nos résolutions qu'on ne tient jamais, commençons par le début. C'est quoi une habitude au juste? Une habitude est un comportement que l'on répète tellement souvent que notre cerveau le passe en mode pilote automatique. En d'autres termes, une habitude, c'est un comportement qui finit par s'automatiser, ce qui nous permet de réaliser des actions sans mobiliser trop d'attention, donc optimiser notre efficacité cognitive tout en réduisant la charge mentale et l'énergie sollicitée. Et oui, on parle bien du principe d'économie d'énergie. Par exemple, votre réveil sonne, vous vous roulez sur le côté pour saisir votre téléphone et vérifier vos notifications, même si votre influent coach préféré vous l'a déjà déconseillé dans plusieurs Reels. Mais c'est plus fort que vous n'y réfléchissez même plus, chaque matin, vous répétez la scène. Tout simplement parce que tout cela se joue dans un circuit neuronal bien huilé impliquant les ganglions de la base. Les ganglions de la base qui sont des amas de neurones dits sous-corticaux, c'est-à-dire placés sous le cortex, qui communiquent justement avec ce dernier via des boucles dites corticobasales. Ces boucles relient ainsi le cortex préfrontal au ganglion de la base dans une forme de circuit rétroactif qui permet un échange d'informations. Le cortex préfrontal envoie des informations au ganglion de la base qui, à leur tour, renvoient des signaux au cortex. Ces boucles, qui sont au nombre de 3, la boucle limbique, la boucle sensorimotrice et la boucle associative, vont chacune jouer un rôle spécifique dans la modulation et l'automatisation de nos comportements, notamment grâce à la complicité de notre star, la dopamine, qui va faciliter le renforcement de ces comportements. Et oui, dès qu'il s'agit de cerveau, la notion de plaisir et de récompense n'est jamais vraiment loin.
C'est d'ailleurs ce qui avait déjà été mis en évidence dans les années 30 par les behavioristes, les pères de la psychologie cognitive, notamment avec le paradigme du conditionnement opérant de Skinner. Lors de son expérience, il place un rat dans la célèbre boîte de Skinner et ce rat devait trouver le moyen d'appuyer sur un levier de façon à allumer une lampe pour ainsi obtenir une récompense. Évidemment, de la nourriture qui jouait alors le rôle de renforçateur positif. Très vite, le rat se rend compte qu'en appuyant sur ce levier, il peut obtenir une belle récompense, ce qui le pousse à répéter encore et encore ce comportement qui deviendra alors automatique. Avec le temps, le rat n'avait même plus besoin de réfléchir à où et comment appuyer. Dès qu'il était placé dans la boîte, il le faisait instinctivement. Skinner comprend alors que la récompense favorise d'une part l'apprentissage du comportement souhaité, ici appuyer sur le bouton, mais surtout son automatisation et que cela se fait grâce du coup à la dopamine qui joue un rôle clé en renforçant les connexions entre le signal, le levier, l'action appuyée pour obtenir la récompense, la nourriture. Du coup, le comportement est solidifié, ancré dans notre cerveau, prêt à se répéter sans effort et sans nécessiter trop de réflexion. Et c'est exactement ce qui rend nos mauvaises ou moins bonnes habitudes si tenaces, car elles ont pour la plupart été associées à un moment ou à un autre à une forme de récompense, un petit plaisir immédiat ou différé qui leur a permis de s'installer dans nos routines sans même conscientiser ces actions. Mais en fait, comme l'expliquaient Wood et Neal en 2007, 45% de nos comportements quotidiens sont pilotés par des automatismes. Scroller sur Insta tard le soir, juste 5 minutes pour se distraire avant de dormir et recevoir un micro-shoot de dopamine à chaque vidéo drôle ou photo à contenu sexy, installe en scred dans notre cerveau la boucle de l'habitude qui nous fera recommencer demain, même si finalement, ces 5 minutes se sont quand même transformées en 45 minutes que nous regretterons au réveil. Mais là, c'est la résolution. Vous n'avez plus envie de ces schémas répétitifs, vous voulez casser ces mauvaises routines. Le changement, c'est maintenant ou pas. Les habitudes qui animent notre quotidien sont des réflexes ancrés dans notre cerveau qui sont faites de base pour soulager notre charge mentale, mais qui peuvent aussi des fois nous incomber et finalement nuire à notre épanouissement. Peut-être avez-vous pris l'habitude de vous réfugier dans les réseaux à chaque moment d'ennui. Au début, c'était une pause sympa et distrayante, mais aujourd'hui, c'est le doom scrolling. C'est quand vous faites passivement défiler votre écran à la recherche d'une pépite. Et cela vous vole désormais du temps et nourrit un sentiment de culpabilité de ne pas l'avoir utilisé à bon escient. Ou encore, cette habitude de grignoter quelque chose de sucré à chaque coup de mou qui était si réconfortante, mais commence aujourd'hui à peser sur votre santé et indirectement votre confiance en vous. Ou sinon, chaque jour, vous vous promettez que vous coucherez plus tôt, mais les discussions sur WhatsApp avec vos amis qui vivent de l'autre côté du monde vous apportent une satisfaction immédiate qui réduit l'intérêt du bénéfice futur d'un sommeil réparateur. Et au final, ces petites habitudes à gratification immédiate avec supplément pic de dopamine instantanée deviennent progressivement un poids et c'est souvent là qu'on veut changer. On aspire à quelque chose de mieux, plus de productivité, de bien-être ou simplement de cohérence avec nos valeurs et nos objectifs, mais malgré tout, cela reste difficile. Comme on l'a déjà dit, notre cerveau est un bon conservateur qui n'aime pas trop le changement et préfère la stabilité. C'est pourquoi il peut facilement nous enfermer dans des schémas de pensée même erronés et favorise l'habitude rapide, fluide, sans effort. Supprimer un comportement ancré pour introduire un nouveau comportement, ce n'est clairement pas ce qu'il préfère, car cela demandera de la répétition et surtout de l'énergie pour transformer aussi cette nouvelle action en une habitude. Ouais, l'automatisation, notre cerveau y est accro. En plus, on doit souvent faire face à des freins comme l'impatience, ça prend trop de temps pour changer, ou la peur de l'échec, je n'y arriverai probablement pas.
qui va participer à notre tendance à procrastiner, c'est-à-dire à remettre à plus tard une action ou une décision, importante ou non, que l'on pourrait en réalité accomplir immédiatement ou en tout cas assez rapidement, mais qu'on retardera, que ce soit la déclaration de nos impôts ou juste répondre à ce message d'une cousine éloignée, qui sont souvent des tâches qui suscitent une forme d'inconfort auquel on n'a pas envie de se confronter. Oui, parce que comme démontré déjà en 92 par Joseph Ferrari, pas l'inventeur de la voiture de luxe, le psychologue américain, la procrastination n'est pas de la paresse comme on pourrait le penser, mais bien une forme de mécanisme d'évitement psychologique lié à une gestion émotionnelle à court terme défaillante face à une tâche perçue comme stressante, ennuyeuse ou exigeante pour laquelle notre cerveau cherche un échappatoire immédiat pour fuir la détresse émotionnelle ou l'anxiété générée par l'initiation ou l'exécution de la tâche. Ceci sera exacerbé par le perfectionnisme ou la baisse d'estime de soi, même si en fait la conséquence de cette fuite peut être plus négative, comme se retrouver à payer son billet d'avion 3 fois plus cher qu'initialement prévu, n'est-ce pas? Et voilà comment inconsciemment on se retourne vers une activité plus plaisante, facile à initier et à récompense immédiate, qui reste bien plus séduisante que les bénéfices à long terme d'un changement, comme regarder des shorts sur YouTube alors qu'on s'était bien dit que ça, c'était fini. Mais alors, comment contourner ces freins? Comment prendre le dessus sur notre cerveau et l'empêcher de nous bloquer dans ces habitudes parfois néfastes pour enfin opérer le changement? Parce que s'il peut être parfois non coopératif avec nous et s'amuser à nous jouer des tours, notre cerveau reste plastique et peut donc être refaçonné dans une certaine mesure. J'ai bien dit dans une certaine mesure. Comment peut-on donc faire de nos résolutions des réalisations? Eh bien, tout simplement en utilisant ses propres rouages à notre avantage. Vous l'avez compris, l'habitude se crée par répétition et se consolide sous l'influence du plaisir et de la récompense, mais d'un autre côté est difficile à supprimer en raison de l'aversion au changement qu'a notre cerveau. Du coup, au lieu de chercher à juste arrêter une vieille habitude et forcer un changement radical, il semble préférable de subtilement instaurer de nouvelles habitudes et routines et remplacer les grandes résolutions ambitieuses par de petites actions répétées. C'est ce que Brian Jeffrey Fogg décrit dans son livre comme Tiny Habits, des habitudes minuscules. 1% de mieux chaque jour, c'est toujours mieux que rien, et cela peut commencer par des mini-changements dans votre environnement physique ou virtuel. Comme l'expliquait Neil et collaborateurs en 2006, les habitudes sont des réponses activées automatiquement par des indices contextuels qui ont coexisté lors de l'expérience passée. Autrement dit, nos habitudes sont certes créées par la répétition, mais seraient aussi déclenchées par des stimulus externes disséminés dans notre environnement qui vont créer, tel décrit par le behavioriste russe Ivan Pavlov, une association stimulus-action. J'entends une notification, je tourne la tête en ressentant une micro-excitation de messages stimulant mon oxytocine, ou je rentre à la maison, je vois la cuisine et j'ouvre le frigo. Organiser son espace pour soutenir ses objectifs peut donc être une porte d'entrée au changement, et cela peut passer par supprimer les tentations comme les chips dans le placard ou l'application chronophage sur notre page d'accueil, pour intégrer à la place des déclencheurs visuels qui vont favoriser l'installation de nouvelles habitudes comme laisser son livre à portée de vue ou mettre des baskets à l'entrée de chez soi. Mais bien sûr, cela ne suffira probablement pas s'il n'y a pas de gratification. S'il n'y a pas cette récompense qui booste votre dopamine et permet la satisfaction. Donc, au-delà d'apprendre à retarder la gratification, comme par exemple ne pas ouvrir un DM dès qu'il est notifié, il nous faut aussi mettre en place des récompenses, mais saines, pour ancrer cette habitude en trouvant des alternatives qui procurent une satisfaction similaire, mais plus alignée sur nos objectifs. Et pour fortifier tout cela, il existe aussi quelques petites autres stratégies. Par exemple, utiliser la visualisation et l'intention. Comme l'a montré Taylor en 98,
La visualisation aide à consolider les intentions d'action et à motiver le comportement. Se visualiser en train d'accomplir une nouvelle habitude et imaginer les bénéfices concrets qu'elle apportera permet de renforcer son automatisation. Par exemple, si vous voulez aller courir le matin avant le boulot, vous pouvez imaginer la sensation de bien-être après votre jogging ou la fierté de voir vos progrès, car la visualisation positive active les mêmes circuits neuronaux que ceux utilisés lors de l'action réelle. Ce qui signifie que lorsque nous imaginons une action ou un succès, nous stimulons déjà les réseaux neuronaux associés à ces comportements, ce qui peut renforcer notre capacité à les réaliser. Autre stratégie est de capitaliser sur l'effet de levier social pour entériner une habitude, car s'engager auprès d'un ami ou partager ses objectifs avec un groupe peut être un moteur puissant. Les challenges sur les réseaux sociaux en sont la preuve, car visualiser quelqu'un en train de faire une action que l'on souhaite nous-mêmes faire peut avoir un rôle positif par l'intervention notamment des neurones miroirs, mais aussi du sentiment d'appartenance suscité par l'initiative collective. La technique de l'empilement des habitudes est aussi une astuce popularisée par James Clear dans son best-seller Atomic Habits, qui propose d'associer une nouvelle habitude à une déjà bien ancrée. Par exemple, après avoir brossé ses dents, une habitude bien ancrée, vous pouvez faire 5 minutes d'étirement. Le lien entre les deux routines facilitera alors l'adoption de la nouvelle. Et bien sûr, l'autocompassion, comme expliqué par Brains and Shen en 2012, qui ont montré que pratiquer l'autocompassion, c'est-à-dire la bienveillance envers soi-même après un échec, permet de mieux persévérer dans le changement. En d'autres termes, si vous craquez un jour, se culpabiliser n'est pas facilitateur et va plutôt agir comme un renforçateur négatif qui va justement limiter le maintien du changement. Car après tout, ce qui compte vraiment, c'est de recommencer le lendemain. Tenir ses résolutions, changer une habitude, ce n'est pas un sprint, mais un marathon. C'est une danse subtile mêlant volonté et biochimie neuronale entre aspiration personnelle et mécanisme automatique. Et si parfois vous avez l'impression de stagner ou de faire un pas en arrière, ce n'est pas forcément un signe de faiblesse, mais plutôt la preuve que votre cerveau est remarquablement bien câblé pour la stabilité et l'efficacité. Notre difficulté à changer reflète en fait un fonctionnement cognitif qui cherche à nous économiser de l'énergie et à privilégier ce qui est déjà connu. La clé, ce n'est donc pas de forcer brutalement un changement, mais d'inviter notre cerveau à collaborer en douceur et avec stratégie en l'aidant à opérer ce qu'il sait faire déjà. Rome ne s'est pas construite en un jour et chacune de nos habitudes, même mauvaises, a été construite et enracinée jour après jour, action après action. Pour en créer de nouvelles, utilisons donc la même recette, que cela soit des gestes aussi simples que boire un verre d'eau en vous levant, faire 3 minutes de marche après le déjeuner ou écrire une intention positive pour débuter votre journée. Si ces routines qui semblent insignifiantes pour d'autres sont importantes à mettre en place pour vous, leur répétition peut être de véritables victoires quotidiennes. Et en réalité, vouloir changer une habitude, c'est déjà une preuve d'ambition. C'est la preuve que vous voulez mieux pour vous-même et rien que cette intention mérite d'être célébrée. Alors, avancez à votre rythme et soyez patient et donnez-vous la permission de savourer chaque progrès, aussi petit soit-il. Changer, ce n'est pas seulement transformer son quotidien, c'est un acte de bienveillance envers soi-même et si votre cerveau vous donne parfois du fil à retordre, n'oubliez pas qu'il est aussi votre meilleur allié, prêt à construire avec vous un futur plus aligné sur vos aspirations. Alors, maintenant, c'est à vous de jouer. Voilà, c'est l'heure de se déconnecter. Merci en Shai d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé cet épisode, si cet épisode vous a autant intrigué que fasciné, exprimez-vous en commentaire. Offrez-nous 5 étoiles et partagez autour de vous. Et puis tant qu'à faire, pour ne plus rien rater de Neureka, suivez-nous sur les réseaux sociaux et ajoutez-nous en favoris sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict et maintenant Angami pour ceux qui, comme moi, sont au Moyen-Orient. Au Pakistan,